Alors, pour notre dernière thématique, je vais vous inviter, Oh, je vais vous inviter à quelque chose qui est somme toute assez agréable, c'est-à-dire à dire un maximum de bien de vous. Donc, je vous ai choisi une image qui évoque, autant que faire se peut, le marketing de soi. Alors, ce que j'entends par marketing de soi, c'est votre capacité à mettre en avant une différenciation positive qui va montrer à votre interlocuteur que vous êtes le bon directeur général, le bon directeur d'entreprise, le bon projet d'entreprise sur lesquels investir si vous vous adressez à des capital risqueurs. Alors, c'est vrai que quand on parle marketing, en général, on n'en a pas une vision très positive. Souvent, quand les gens vous disent c'est du marketing, ça sous-entend que c'est un peu de la manipulation et qu'on va essayer de vendre à des pauvres gens des objets dont ils n'ont absolument pas besoin et qu'ils auront peut-être du mal à payer. Là, on va être vraiment dans le côté utiliser la démarche marketing et certains outils de promotion marketing-vente, c'est-à-dire une démarche structurée avec des étapes qui pourraient être la même en fait que si vous étiez en train de organiser un lancement de produit ou l'attaque d'un nouveau marché. Donc, on va utiliser cette démarche en considérant qu'en fait, nous sommes tous des produits comme d'autres, soumis à une très forte concurrence pour tout poste, pour tout projet à soutenir de la part d'investisseurs, pour tout repreneur éventuel, pour quelqu'un qui va céder son entreprise. Donc, on va vraiment être sur la création de valeur et la valorisation de ce qui peut nous différencier par rapport à nos concurrents. Donc, on va avoir un certain nombre d'étapes à respecter, comme on le ferait encore une fois pour une démarche marketing. La première, ça va être la prise de recul, l'analyse de notre environnement, de nos points forts, de nos points de faiblesse. Donc là, vous allez retrouver le bon vieux SWOT que vous connaissez par cœur. La deuxième étape, on va être sur le ciblage, c'est-à-dire à qui est-ce que ça vaut la peine que je consacre du temps. La troisième étape, on sera sur le positionnement, qui est souvent l'étape un petit peu moins travaillée, on va dire. La cinquième, on sera vraiment sur la partie communication et, si je puis dire, autopromotion par rapport à l'objectif à atteindre. Et puis, on terminera par la mise en place d'outils de mesure, comme encore une fois, on peut le faire dans une campagne marketing. Première étape, donc, je vous le disais, ça va être votre SWOT par rapport à un enjeu donné. Je vous rappelle que le SWOT n'a sa raison d'être que par rapport à un enjeu précis et pas en général. Donc là, je me suis mis dans la situation où vous essayez de convaincre un repreneur d'entreprise, donc où vous envisagez de reprendre une entreprise. Et je me suis placée évidemment, puisque vous êtes maintenant un petit peu au terme de votre parcours, sur quel est mon SWOT, quel peut être mon SWOT à l'issue de la formation, avec un enjeu, me présenter comme le repreneur d'entreprise ad hoc. Alors, si on regarde justement par rapport au SWOT, bien évidemment, ça va être des exemples. Tout ce qui peut être les facteurs externes favorables, ce sera aujourd'hui l'image de la Sorbonne et de votre diplôme. Ça peut être par exemple que dans votre région, il y a pas mal d'entreprises dont le dirigeant va partir en retraite. On peut imaginer que vous avez une chambre de commerce très active pour les entrepreneurs. Voilà, ça peut être ce genre d'opportunité. Dans les menaces, dans les facteurs externes défavorables, vous pouvez avoir les banques qui sont toujours un petit peu frileuses. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait être par exemple votre patron qui vous attend après le MBA en disant bon, tu as déjà pas mal investi d'heures dans ton MBA, maintenant j'ai quelques dizaines de dossiers qui t'attendent et tout ça est à rattraper. Donc il ne va pas forcément vous laisser une disponibilité extraordinaire pour vous pencher sur votre projet. Si on regarde vos ressources personnelles, ça peut être j'ai mon diplôme et j'ai en même temps déjà une expérience professionnelle solide, je me suis créé un réseau pendant cette formation, j'ai acquis
une expertise, je sais analyser un bilan, donc je vais savoir repérer si une boîte est viable ou pas, intéressante financièrement ou pas. J'ai travaillé sur tout ce qui concerne l'accompagnement du changement, la capacité à fédérer une équipe. Donc, je peux aussi me présenter comme quelqu'un qui sera capable d'accompagner des gens, même s'ils sont un peu traumatisés en perdant leur patron. Et puis, je sais parfaitement monter un dossier de reprise efficace. Et à la limite, s'il me manque certains éléments, eh ben, j'ai le réseau pour pouvoir compléter. Ce qu'on peut imaginer dans les faiblesses, ben, ça peut être les ressources financières limitées, d'où les menaces côté banque. Ça peut être aussi votre famille qui vous dit, bon, ça fait un paquet de mois qu'on ne t'a pas vu des masses et qu'une grande partie de tes soirées et tes week-ends, tu les passais avec ton MBA. Donc maintenant, on aimerait bien te retrouver et puis pouvoir avoir une vie de famille un peu plus tranquille. Ça peut être aussi des contraintes, c'est-à-dire votre épouse, par exemple, votre conjoint, qui n'est pas forcément mobile au plan professionnel, ça peut être un anglais moyen, enfin voilà. Donc là, on est vraiment par rapport à ces enjeux-là, hein, c'est-à-dire reprendre une entreprise, ben vous voyez que là, chacun d'entre vous peut faire ce SWOT par rapport à ce projet. Autre SWOT, si c'est le cas, de prendre une direction générale dans un groupe ou bien procéder à des rachats externes pour votre entreprise ou bien convaincre des capital risqueurs, etc. Donc, à chaque fois, par rapport à un enjeu donné. Deuxième étape, là aussi, dans l'analyse de l'existant et dans la définition de vos objectifs, quelle est votre problématique majeure à résoudre en une phrase? Un peu en fait comme on pouvait le faire en Codev. Ça peut être par exemple, comment je vais mettre à profit les acquis de ma formation pour reprendre une entreprise viable dont le dirigeant part en retraite. Ça peut être votre objectif, votre problématique majeure. Et on va en arriver à quelque chose que vous connaissez par cœur également, des objectifs SMART, c'est-à-dire de définir pour vous-même tout ce qui va impacter votre projet. Par exemple, une fois que vous avez défini votre problématique et votre SWOT, par rapport à ma démarche, comment je peux mieux la structurer avec une échéance? Par exemple, il faut peut-être que je cadre plus précisément mes critères de sélection idéaux et puis tolérables. Idéalement, je peux dire jusqu'à 50 km de mon habitation, jusqu'où je peux aller. Secteur d'activité, idéalement, j'aimerais bien rester dans le mien. Maintenant, je peux envisager tel ou tel secteur d'activité. Donc, ce qui pour vous va être les points négociables et puis les impératifs absolus. En profiter également, je vais peut-être faire le point avec ma famille pour voir comment elle envisagerait que je me positionne sur un nouveau grand projet, que ce soit financièrement, géographiquement. Est-ce qu'elle est prête à accepter un déménagement? Est-ce que je me suis engagée à être extrêmement disponible dans les mois qui viennent, ce qui suppose que si je me réinvestis à fond dans un projet, ça ne va pas être évident. Et puis bien évidemment, sur l'aspect financier, j'ai peut-être intérêt à identifier les financements possibles et les ressources dont je peux disposer autour de moi, via ma banque, etc. Donc ça, en se fixant une échéance raisonnable pour avoir fait ce travail-là. Après, vous pouvez descendre encore avec des échéances plus précises, point par point, pour structurer votre démarche. Ensuite, ça peut être trouver l'entreprise adéquate avant telle période. Donc là, ça pourrait être par exemple avant 2021, tout augmente. Comment je vais essayer d'être le mieux informé possible des entreprises en vente? Comment je vais structurer ma démarche d'analyse des projets? Est-ce que je le fais tout seul par rapport au bilan d'une entreprise? Est-ce que j'envisage de demander de l'aide? Quel partenariat je peux mettre en place pour affiner mon analyse? Donc là, je suis vraiment sur des objectifs précis, concrets. Je rentre un peu, pas seulement dans la mission, trouver une entreprise, mais vraiment dans les tâches à accomplir. Et ça, il faut que ce soit timé d'une façon à la fois sérieuse et en même temps lucide. Donc, première étape, on a vu analyse de la situation, le SWOT, ma problématique, ce qui me reste à faire et le planning ad hoc.
Deuxième étape, qui sont les gens à qui ça vaut la peine que je consacre du temps et de l'énergie? Et là, c'est pareil, ça va être en fonction de votre projet. Ça peut être le conseiller de la chambre de commerce. Ça peut être une relation qui vient elle-même de reprendre une entreprise où vous allez lui demander des conseils pour voir comment il s'y est pris, comment il a réussi justement à être informé sur les entreprises en vente, etc. Donc, listez tous les gens qui peuvent vous être utiles par rapport à votre projet. Quand je dis à ceux à qui nous allons consacrer du temps et de l'énergie, ce n'est pas uniquement la personne qui va céder son entreprise. C'est tous les acteurs, encore une fois, qui peuvent m'être utiles dans ce cadre-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans la thématique sur la négociation. On avait travaillé sur les cercles d'influence, avec des cercles successifs qui peuvent m'être utiles ou au contraire qui peuvent m'être opposés. Donc là, on va vraiment chercher sur ceux qui peuvent m'être utiles. Ça peut être aussi, par exemple, des gens qui pourront, le cas échéant, porter témoignage. On va retrouver ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, qui pourront porter témoignage de mes succès, des réalisations que j'ai mises en place. Analyse de l'existant, ciblage. Troisième étape, je vous l'ai dit, mon positionnement. Et là, souvent, c'est l'étape qui est un petit peu moins, en fait, travaillée. Qu'est-ce qui, par rapport à un enjeu donné, fait que vous êtes particulièrement légitime pour vous positionner? En quoi est-ce que vous êtes positivement différent des autres? Par rapport à quelqu'un qui va céder son entreprise et dont, au départ, vous ne connaissez pas forcément les attentes, quelle est votre valeur ajoutée? Quelqu'un qui cède son entreprise, on peut imaginer toutes les motivations possibles. Ça peut être une motivation purement financière, je veux en tirer le maximum. Ça peut être aussi une motivation beaucoup plus empathique, c'est-à-dire je veux que cette entreprise continue et je veux que mes collaborateurs soient garantis, protégés dans le cadre de la reprise d'entreprise. Ça peut être aussi une forme d'orgueil. J'ai construit cette société, j'ai envie qu'elle continue, qu'elle progresse, et donc je cherche quelqu'un qui va pouvoir assurer justement cette progression. Donc vous voyez qu'il peut y avoir pas mal de motivations. Et ce qu'il faut chercher, c'est comment vous pouvez vous-même montrer que vous êtes légitime pour répondre au départ à un maximum de motivation. Donc, vous pouvez aussi aller vous renseigner sur l'entreprise en question, voir comment elle est présentée sur Internet, voir s'il y a des gens qui peuvent déjà la connaître, et puis travailler au maximum par rapport à ça sur en quoi je réponds à ses attentes, à ses besoins, comment je peux le prouver également. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Qui est-ce qui peut en témoigner? Là aussi, on va retrouver des gens. Imaginez par exemple que vous ayez accompagné une business unit dans des périodes de fusion-acquisition avec des passages pas forcément drôles pour les équipes et que vous avez plusieurs collaborateurs qui indiquent bah, merci de tout ce que tu nous as apporté pendant cette période de changement, ou votre patron qui sur Internet confirme que vraiment vous avez accompagné à travers toutes ces turbulences cette business unit avec beaucoup de talent, c'est quelque chose qui peut vous mettre en avant et vous faire mettre sur le dessus de la pile par rapport aux autres candidatures à la reprise. Donc là, vraiment, il va falloir travailler cette différenciation positive en repensant aux motivations que peut avoir votre interlocuteur. Donc ce positionnement, si vous imaginez les attentes de vos interlocuteurs, vos points forts, les points forts que peuvent avoir des concurrents, et quel va être votre potentiel de différenciation parce que c'est ce qui va vous donner des chances de fonctionner. Ça va également vous permettre de voir par rapport aux atouts concurrents si vous pouvez les compenser. Si vous imaginez qu'il y a des concurrents qui peuvent avoir davantage d'intérêt financier pour un cédant d'entreprise, comment est-ce que vous pouvez compenser cet aspect? Donc, c'est vraiment le point à travailler par rapport aux enjeux donnés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par le SWOT, parce que c'est ce qui va vous fournir l'essentiel de vos points forts. Alors, petit rappel rapide sur le pitch, vous connaissez ça par cœur aussi. C'est vrai que quand vous allez prendre contact avec cette personne, par exemple, qui cède son entreprise, je garde cet exemple-là comme fil rouge,
mais vous voyez que ça pourrait être la même chose pour postuler à une fonction de directeur général ou convaincre, encore une fois, un capital risqueur. Quand vous allez l'appeler pour prendre contact ou quand vous allez fort astucieusement vous trouver en opportunité de le rencontrer, ça peut être, je sais pas, à la fin d'une conférence de presse, sur un salon, etc. À ce moment-là, il va falloir que vous ayez un pitch qui soit tout prêt pour pouvoir, en 1 minute 30, 2 minutes, lui donner envie de vous rencontrer ensuite. Je ne reviens pas sur le pitch, on l'a déjà évoqué, vous l'avez travaillé autrement. Rappelez-vous simplement que le pitch n'est pas fait pour développer moi, ma vie, mon œuvre, mon intérêt, etc., mais choisir un angle d'attaque qui va être particulièrement parlant pour votre interlocuteur, donc résister à la déballe et sélectionner les atouts clés en fonction du contexte. Donc ensuite, déclencher l'action. Qu'est-ce qu'on fait? L'échange classique de cartes de visite, la fixation du rendez-vous au téléphone, etc. Donc, avoir vraiment en tête une présentation synthétique de ce que vous pouvez concrètement apporter de plus à votre interlocuteur selon le contexte choisi. On va en arriver à travailler son image online. Tous ces points forts, tout ce positionnement que vous avez réussi à synthétiser, à avoir en tête, doit se traduire sur Internet. C'est la première chose que va faire aussi bien un investisseur, aussi bien un cédant d'entreprise, aussi bien un DRH, c'est d'aller voir ce qu'on dit de vous sur la toile. Donc, il faut vraiment que vous alliez très régulièrement voir ce qu'on dit de vous sur les différents réseaux, à qui vous êtes associé. S'il y a un élément sur lequel vous formez, je vous l'ai déjà dit, mais je continue à insister lourdement, c'est vraiment LinkedIn, parce que là, vous avez la possibilité de trouver des éléments intéressants. Je vous conseille un ouvrage que moi j'ai trouvé particulièrement percutant, qui s'appelle « Développer votre identité numérique ». Et développer votre identité numérique, alors l'auteur s'appelle Blasquez, B-L-A-Z-Q-U-E-Z, et l'éditeur s'appelle Gereso, G-E-R-E-S-O. Et c'est vraiment assez bien fichu, c'est très pratique comme ouvrage, et ça vous aide vraiment à créer votre visibilité en fonction de celle que vous voulez donner. Alors, on va reprendre les grandes étapes classiques. C'est sûr qu'au départ, sur les réseaux, on relaye des messages, des articles qui nous ont plu. Ensuite, on va nous-mêmes produire un contenu pertinent. On va se créer donc une légitimité par rapport à un sujet. Et puis, ce à quoi il faut vraiment penser et qu'on n'ose pas toujours faire, c'est de solliciter des recommandations et des témoignages. Que ce soit vos anciens employeurs, que ce soit des clients, que ce soit d'anciens collaborateurs, parfois des prestataires, des gens avec qui vous avez travaillé. Et c'est franchement quelque chose auquel, en général, aussi bien les DRH, les DG, les cabinets de recrutement, les investisseurs sont sensibles. Il y a ce que vous affirmez de vous sur la toile, et puis il y a ce que vous montrez réellement, c'est-à-dire les contenus que vous allez produire et les recommandations, les témoignages que vont pouvoir apporter d'autres personnes. Quatrième étape, donc vous avez travaillé ce positionnement, vous avez cherché comment lui donner de la visibilité, notamment sur Internet à travers des témoignages. Et vous allez maintenant travailler à la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être vraiment, quand j'ai maintenant mes entretiens avec la personne qui m'intéresse, comment est-ce que je vais communiquer le plus efficacement possible? Comment est-ce que mes points forts, je vais pouvoir les transformer en avantages concrets pour lui, d'abord en essayant de repérer ses motivations principales, ensuite en expliquant que je réponds à ses motivations, en faisant le lien, et puis en apportant des témoignages. Donc là, on est en plein dans une démarche, en fait, marketing-vente, avec des outils commerciaux que vous connaissez déjà par cœur, avec toute cette démarche commerciale qui est découvrir les besoins, les attentes de notre interlocuteur et démontrer que nous pouvons
y répondre, que nous sommes en tout cas les mieux placés pour y répondre. Alors, moi, il y a une méthode mémotechnique que j'aime bien. Après, il y a 50 acronymes pour présenter ces techniques de vente. J'aime bien la méthode des 7 C parce que je trouve qu'elle reprend pas mal toutes les étapes nécessaires pour un entretien où on va être amené à convaincre quelqu'un, à argumenter, à répondre aux objections. Première étape, on va être dans le côté collecté. C'est un peu ce qu'on a évoqué. Allez voir tout ce que vous connaissez, certes sur cette entreprise à reprendre, je garde toujours le même schéma, mais ça peut être aussi également sur son fondateur, sur son parcours à lui. Plus vous allez avoir d'informations, et ces informations, vous pouvez également aller les chercher ailleurs. Encore une fois, vous retrouvez ce qu'on a vu en négociation. La négociation, vous allez auparavant faire le SWOT, non pas en global de ce que vous êtes, mais de votre position dans la négociation, et vous allez essayer de récupérer un maximum d'informations sur la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, communiquer, là ça va être la phase initiale, le fameux icebreaker, l'entrée en contact. Toute la partie connaître et comprendre, voir ce qu'il attend, comment il a fonctionné, ce qui pour lui est le plus important, et on va retrouver tout ce qu'on a évoqué sur la démarche de questionnement et de reformulation. L'argumentation, qui va comprendre également le traitement des objections, et puis ensuite, comment vous allez conclure et conforter cet entretien. Alors, si on reprend ces étapes, donc première étape, on a vu, je collecte un maximum d'informations. Deuxième étape, communiquer l'importance de la prise de contact. Alors, je suis désolée, pour certains, ça va être, j'en ai bien conscience, vraiment un rappel de ce que vous maîtrisez parfaitement. C'est vrai que cette prise de contact, quand on parle des fameux on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression, on parle souvent des 4-20. Les 4-20, c'est quoi? C'est les 20 premières secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était au collège, à la façon dont le jour de la rentrée, on avait nos profs qui rentraient en classe, qui s'installaient, qui nous regardaient, on savait assez facilement dès le départ ceux avec qui il fallait un petit peu se tenir à carreau et ceux avec qui, franchement, l'année allait être assez distrayante pour nous. Peut-être pas pour eux, mais pour nous, oui. Donc, il y a cette notion de première impression qui, même si elle est inconsciente, va être essentielle. Les agents immobiliers vous disent souvent, par exemple, que le côté je peux acheter, j'achèterai jamais, se fait dans les 20 premières secondes où on voit une maison ou un appartement. Et qu'après, c'est assez difficile de revenir sur cette première impression. Donc, dans cette première impression, on va retrouver aussi ce qu'on a dit sur la prise de parole en public. Il y a toute l'impression que vous allez donner. La façon de se tenir, bien évidemment, votre style, votre aisance, l'impression que vous dégagez. Est-ce que vous avez l'air tendu, pas à l'aise? Est-ce qu'au contraire, vous avancez un petit peu comme en terrain conquis? Voilà, tous ces éléments-là, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Un conseil que je vous donne, moi je l'ai utilisé avec beaucoup d'utilité, c'est de demander par exemple dans votre groupe quelle est la première impression qu'ils ont eue de vous quand vous vous êtes rencontrés. Et vous allez voir que parfois, l'image qu'on donne, ce n'est pas forcément celle qu'on veut donner. Moi, je me souviens d'avoir été fort indiscrète et un jour où j'étais en entretien de recrutement chez un chasseur de tête, il est sorti quelques instants du bureau. Je n'ai jamais su si c'était un truc, si c'était volontaire ou s'il avait vraiment eu besoin de sortir. Et évidemment, je n'ai pas résisté à me tordre la tête pour voir ce qu'il y avait sur moi sur la première page. Je n'irai pas jusqu'à vous dire ce qui était noté, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'il était urgent que je change la première impression que je pouvais dégager. Voilà. Il y a également les 20 premiers mots. Les 20 premiers mots, ce que vous allez dire, le ton, l'élocution, les 20 premiers gestes, la fameuse poignée de main, ni trompe d'éléphant, ni la poignée de main hyper forte qui fait qu'après, il faut recompter ses doigts derrière. Le côté respect de la bulle sociale, c'est-à-dire est-ce que vous avez tendance à trop vous approcher, à vous installer un peu en terrain conquis sur un bureau, ou est-ce qu'au contraire, vous respectez le mètre 20 qui correspond à la bulle sociale. Et puis,
les 20 premiers centimètres carrés apparents, votre sourire, votre regard. Est-ce que vous avez le regard fuyant? Est-ce que vous êtes plutôt en train de je t'aurais hypnotisé dans 30 secondes? Voilà, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et je vous assure que vraiment, demander aux gens quelle image tu as eu de moi dans le premier moment, vous pouvez demander ça à vos collaborateurs, vous pouvez demander ça à vos collègues, en leur demandant pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné cette impression-là. Euh, ça peut être utile, parce que même si vous dites c'est pas l'image que je veux donner, l'important, c'est comme dans une étude de satisfaction clientèle, c'est la perception de vos interlocuteurs. Étape suivante, connaître et comprendre. Alors, bien évidemment, vous allez préparer un certain nombre de questions. Il ne s'agit pas de vous comporter comme quelqu'un qui va mettre la pression du genre et alors, votre chiffre d'affaires, combien vous faites, marge brute, etc. Mais préparez toutes les questions dont vous n'avez pas pu trouver les réponses sur Internet, par exemple, ou dont vous n'avez pas eu la possibilité de trouver les réponses autour de vous. Parce que là, vous allez à la fois manifester que vous avez déjà un certain nombre d'éléments, vous les avez cherchés, et qu'en même temps, vous êtes capable de poser des questions légitimes, intéressantes, logiques, sur l'entreprise à reprendre, sur le poste auquel vous candidatez, voilà, sur ce qui fait qu'on va décider de vous soutenir financièrement ou pas. L'intérêt, c'est qu'à travers ces questions ouvertes et l'observation que vous allez mettre en place des réponses, mais aussi de la façon dont on vous répond, eh bien, vous allez pouvoir avancer sur les besoins, les motivations, les a priori, les craintes de votre interlocuteur. Et repenser aussi à tout ce qu'on a vu au départ dans la thématique sur la connaissance de soi, quand on a parlé par exemple des drivers, quand on a parlé des cadrans d'Hermann, repérer si c'est quelqu'un qui vous parle davantage chiffres, qui vous parle process, qui vous parle planning, qui vous parle bien-être au travail, climat de travail, bien-être des collaborateurs, etc. Donc, essayez de repérer là aussi comment lui fonctionne. Donc, écoutez activement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du test que vous aviez fait en début de parcours sur Lester Stanway, avec les films de second ordre, les seconds rôles, etc. Vous devez vous souvenir que dans un contexte où vous étiez tout à fait au calme, avec pas de téléphone, pas de mail qui arrivait, ben, c'était malgré tout pas évident de retenir les 3 phrases que je vous avais prononcées. Donc, cette écoute active, mais aussi l'observation, c'est quelque chose qui va être important. N'hésitez pas à prendre des notes. Pour beaucoup de gens, encore une fois, ça manifeste l'intérêt que vous leur portez. Donc, repérez ces mots-clés, essayez de vous synchroniser. Il ne s'agit pas de l'imiter, ce serait complètement caricatural, mais de reprendre un petit peu son style. Sachez poser des questions complémentaires et puis reformuler. Encore une fois, pas la reformulation bas de gamme, mais une reformulation de synthèse. Bon, vous connaissez, simplement se souvenir que dans ce type d'entretien, la règle va être la même. Structurez votre argumentation. Alors, structurer l'argumentation, on va parler d'un outil que là aussi vous connaissez probablement, le CAP son casse, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de traduire très concrètement le point fort qui est le vôtre par rapport à l'intérêt de votre interlocuteur. Une règle de commercial, on ne peut convaincre autrui que par ses propres raisons. Autrement dit, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, ce qu'il va falloir, c'est faire comprendre rapidement à votre interlocuteur ce que vous pouvez lui apporter. Non pas en faisant encore une fois de la déballe, mais en sélectionnant les atouts que vous allez pouvoir mettre en avant parce qu'ils correspondent aux motivations de votre interlocuteur. Et ça aussi, vous pouvez y réfléchir dès le travail de votre SWOT. J'ai tel avantage, concrètement, comment ça peut se traduire pour une entreprise, un cédant d'entreprise, un capital risqueur, etc. En faisant vraiment le lien systématiquement entre les attentes que vous avez détectées et les réponses apportées. Alors, il ne s'agit pas de démarrer toutes vos phrases par « puisque vous m'avez dit que », mais simplement, bon, vous me disiez que pour vous, vous me disiez que vos collaborateurs vous étaient très attachés, que vous aviez créé cette entreprise, et donc vous savez que le fait de changer de patron, ça va être vraiment un choc pour eux.
C'est quelque chose que j'ai pu vivre quand j'ai accompagné une business unit dans une évolution avec même des turbulences supplémentaires. Donc, et ensuite, vous allez donc pouvoir faire le lien entre ce que vous avez fait et ce qui est important pour votre interlocuteur. Et puis, autant que possible, préparez des preuves à votre disposition. Parfois, je vais reprendre la formule classique, que parfois un croquis vaut mieux qu'un long discours. Le fait de créer un book, d'avoir des chiffres en tête, des références, des photos de réalisation. J'ai eu quelqu'un dans une autre promo, lors d'un codev, qui nous avait dit à un moment donné, ah bah tiens, oui c'est vrai, je pourrais me servir de ça. Et il avait vraiment montré une usine dont il avait pris la direction avant, après. Et je peux vous assurer que les quelques photos de l'usine qu'il nous avait apportées étaient vraiment extrêmement parlantes. Et qu'elles avaient plus d'impact que même s'il nous avait exposé pendant 1 heure, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place, etc. Et les photos avaient un tel impact qu'ensuite, quand il nous disait, bon, en plus, le contexte était difficile parce que, vraiment, ça nous parlait. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de se mettre en avant au sens orgueil, prétention du terme, mais vraiment de voir tout ce qui peut porter des témoignages de ce que vous avez réalisé. Alors, dans une argumentation, c'est là où je vous disais, on va retrouver notre bon vieux son casse, sans même connaître encore le profil de votre interlocuteur, vous allez petit à petit le découvrir à travers tout ce que vous avez cherché comme information et puis à l'entretien, grâce à l'entretien que vous allez avoir avec lui. Donc, essayez aussi de lister, c'est toujours un approfondissement de votre SWOT, par rapport aux motivations classiques de l'être humain. Je reprends le son cas, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. De penser au référentiel, à quoi il correspond. Si vous avez quelqu'un qui est dans la sécurité, c'est vraiment celui qui va éliminer les risques, chercher à se protéger, etc. Si vous avez quelqu'un qui est plus dans la sympathie, il va être particulièrement attentif justement à comment ses collaborateurs vont vivre cette session d'entreprise et comment vous allez pouvoir maintenir la richesse humaine à laquelle il tient. Donc, ça va être important d'avoir ces référentiels en tête pour pouvoir, d'une part, utiliser les mots correspondants et puis ensuite pour mettre en lien vos points forts par rapport à ces différentes motivations. Je vous ai présenté une argumentation, on va dire, partielle de ce que ça pourrait être, aussi bien pour l'intégration d'un nouveau collaborateur, par exemple, là, plus que dans la reprise d'entreprise, c'est-à-dire reprendre vos atouts, les traduire en avantages pour votre interlocuteur, montrer la preuve que vous apportez, donc on est dans les caractéristiques, vos atouts, l'avantage pour votre interlocuteur, la preuve, donc le cap dont je vous parlais tout à l'heure, et ensuite, cet atout que vous avez, cet avantage pour votre interlocuteur, est-ce que c'est plus un avantage par rapport à son besoin de sécurité, à son besoin d'orgueil, à son besoin de reconnaissance, à son besoin de nouveauté, de confort, de garantie financière ou de sympathie, c'est-à-dire de bien-être de ses collaborateurs? Je prends quelques exemples. Imaginons que vous soyez en train de parler à un DRH d'une entreprise qui connaît du même secteur d'activité ou d'un secteur d'activité dans lequel vous avez travaillé précédemment. L'avantage pour votre interlocuteur, c'est d'intégrer un collaborateur immédiatement opérationnel. Donc, on est vraiment, dans la mesure où je connais ce secteur d'activité, c'est vrai que vous pouvez intégrer un collaborateur qui va être immédiatement opérationnel. Donc, bien évidemment, je connais déjà cet univers, ces produits. J'ai déjà un certain nombre de personnes dans mon réseau. La preuve, j'ai travaillé chez Intel. Je l'ai d'ailleurs représenté sur tel salon où vous aviez le stand pas très loin de chez nous. Et vous voyez que là, on est à la fois dans la sécurité, c'est rassurant, dans le confort, c'est pratique. Je ne vais pas avoir besoin de le former, de lui expliquer exactement ce qu'on fabrique et qui achète nos produits. Et donc, puisque je gagne du temps, je vais gagner de l'argent. Si en plus, il connaît déjà le réseau, je vais d'autant plus gagner de l'argent puisqu'il a déjà des entrées.
Vous pouvez évoquer votre diplôme. L'intérêt pour vous, c'est quoi? C'est de vous entourer des collaborateurs qui sont diplômés d'une université prestigieuse. La preuve, vous pouvez reprendre les classements, par exemple, ou des articles sur votre MBA. Donc, l'important, c'est que vous ne vous arrêtiez pas à la caractéristique, on est vraiment dans les techniques de vente, hein, c'est que vous puissiez les mettre en lien avec l'attente de votre interlocuteur. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez une entreprise extrêmement innovante et qui fonctionnait bien sur le mode collaboratif, hein, où vous essayez à la fois de développer les compétences de chacun et la motivation des équipes. J'ai cette capacité à gérer des projets et en individuel ou en équipe. Donc là, vous êtes certain d'intégrer un collaborateur qui est déjà organisé et qui va pouvoir être performant dans les principaux types de missions. Je prends un exemple, et voilà, là, vous allez pouvoir expliquer comment vous avez fonctionné, par exemple, dans votre vie professionnelle et dans votre MBA, ce qui en plus va le rassurer sur votre capacité en termes de puissance de travail. Donc, essayez d'avoir des arguments dans toutes les colonnes. Que vous puissiez vous positionner, que votre interlocuteur soit vraiment très attaché sécurité, confort, donc plutôt quelqu'un de frileux, que ce soit quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, que ce soit quelqu'un qui est très axé sur la notion d'argent. Croisez ça avec ce que vous pouviez identifier des cadrans d'Hermann, et du coup, ça va vous permettre de construire de la façon la plus efficace possible votre argumentation. Bien évidemment, quand vous avez travaillé votre SWOT, vous avez pu envisager un certain nombre d'objections, soit parce que c'était lié à vos points faibles, soit parce que par rapport à un contexte donné, quand vous avez travaillé votre différenciation positive, vous avez aussi envisagé d'autres avantages que pouvaient avoir des concurrents. Je me remets dans le cadre de la reprise d'entreprise, on peut vous dire, oui, en fait, d'accord, vous avez été cadre dirigeant, patron de business unit, ça c'est bien, mais vous n'avez jamais travaillé dans une PME. Vous avez des habitudes de grand compte, par exemple. Et ça m'embête par rapport à ma structure. Donc, vous allez essayer, avant votre entretien, d'identifier ces objections possibles et comment y répondre. Donc, ça peut être le fait d'évoquer que vous avez eu d'autres expériences où vous travaillez déjà d'une façon extrêmement autonome, que dans le cadre de cette business unit, vous étiez particulièrement indépendant, donc que bien sûr, vous aviez le soutien d'un groupe, mais vous fonctionniez de façon autonome avec une totale responsabilité sur les résultats obtenus. Et puis, on l'a vu aussi dans tout ce qui concernait les négos, vous rappelez que quand une objection arrive, la première étape, c'est de l'accueillir, d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres interrogations cachées et surtout de trouver, quand c'est possible, ça l'est assez souvent, une intention positive. L'intention positive, si vous avez par exemple quelqu'un qui vous dit bah ouais, mais vous avez toujours travaillé dans des grands groupes, dans des conditions de confort, vous faire avec une PME, vous allez avoir du mal. L'intention positive, ce sera en fait, vous voulez être sûr que je suis capable de m'intégrer dans une petite structure en toute autonomie. C'est ça votre question? Très bien. Là, je peux vous rassurer et là, vous aurez des arguments. Et je vous rappelle qu'il y a une formule à bannir, même si elle nous vient assez spontanément, c'est le « oui mais ». Oui, mais j'ai déjà essayé et eu ce genre de responsabilité. Non. L'intention positive, essayer, c'est vraiment un truc qui marche assez bien. Ouais, mais c'est super dur. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais tu as raison. Conclure et conforter, vous connaissez le principe, soigner l'introduction, c'est la première impression, soigner la conclusion, c'est la dernière impression. C'est vrai dans tous les entretiens. Ça va être l'occasion de manifester votre intérêt pour ce poste, pour cette entreprise, pour ce projet, de rappeler les points forts, de rappeler ce que vous pouvez apporter à votre interlocuteur en gardant la même dynamique. J'ai vu énormément d'entretiens, y compris avec des gens qui avaient vraiment de l'expérience, des diplômes, etc., où en fin d'entretien, on sent un peu l'écurie et la dynamique s'effondre. Je ne vous dis pas qu'on en arrive au voilà, mais parfois il y a un petit peu de ça. Annoncer ensuite les prochaines étapes. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait?
en évitant le côté on reste en contact, on se rappelle, etc. Là, il faut vraiment que vous soyez dans une optique qui fait quoi, pour quand. On est dans une optique compte-rendu de réunion. Et puis, bien évidemment, les grands classiques de la bonne éducation professionnelle, le mail de remerciement, la confirmation du prochain rendez-vous, de votre intérêt pour le poste, etc. Donc là, on était dans la partie autopromotion, argumentation, réponse aux objections, mettre en lien votre expérience, vos qualités, ce que vous pouvez apporter à un DRH, un DG, un investisseur. Ensuite, cinquième étape, on va procéder exactement comme dans une campagne marketing. On a vu qu'au départ, dans la définition de vos objectifs SMART, vous allez planifier avec un côté extrêmement concret, pratique, les différentes étapes de votre démarche. Par exemple, j'appelle l'ensemble des chasseurs de tête sur mon département. Je contacte tous les conseillers qui peuvent être intéressants à la chambre de commerce. Et vous allez définir précisément vos indicateurs de succès en voyant quelles sont les actions qui ont donné les meilleurs résultats et est-ce qu'il y a des axes de progrès que vous pouvez mettre en pratique. Exemple, j'ai passé 15 coups de fil à des cabinets de chasseurs de tête. Bon, j'ai eu un rendez-vous. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu que je modifie un petit peu mon argumentation? Je vais reprendre une autre façon de fonctionner dans quelques semaines. J'ai demandé à une dizaine de personnes de mon entourage de poster un témoignage sur mon profil LinkedIn. Ça, c'est bon, j'en ai eu 8 qui ont accepté et 7 qui l'ont fait pour de bon. Donc, ça veut dire que là, demander des témoignages sur LinkedIn, c'est quelque chose qui fonctionne. En tout cas, essayez d'avoir vraiment une vision très pratique de vos indicateurs de succès. C'est vraiment un point qui peut vous aider à voir ce qui marche et ce qui marche moins bien par rapport à votre démarche et par rapport à la façon dont vous avez fonctionné. Bon. Moi, je prends le classique planning de Gantt avec les différentes étapes qu'on peut rencontrer. Ce qui va être important aussi, c'est de voir les résultats que vous avez obtenus par rapport à chacune des actions que vous avez entreprises. Voilà, je voulais garder un petit peu de temps pour notre dernière thématique, ce qui est fait. Alors, est-ce que dans ce marketing de soi, vous retrouvez des démarches que vous avez déjà pu mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît adapté à vos projets? Enfin, voilà, je vous écoute. Oh là, quel silence assourdissant! Allez, je me lance. Vas-y. Moi, j'attendais beaucoup de ce module-là parce que c'est un exercice que j'affectionne pas particulièrement. Alors, j'aime bien préparer mes entretiens, c'est-à-dire effectivement de proposer des choses tangibles, argumentées. Oui. Néanmoins, pas pour me vendre. Alors quand on dit me vendre, c'est pas forcément Julien Mathieu, mais pour vendre mon activité, vendre. Oui. Et j'avoue qu'il y a ce côté-là marketing dont tu parlais tout à l'heure, oui, où effectivement j'ai cette vision-là d'un aspect commercial qui me réfrène un peu. Oui. C'est une surveillance qui m'emmerde là. Donc, c'est bien d'avoir ces quelques lignes directrices parce que moi, ça permet de cadrer un peu le truc et puis de sortir de cette vision-là péjorative que j'ai de la vente de soi. Oui. Beaucoup de gens ont une image dégradée, on va dire, du marketing, des commerciaux aussi. Hein. Oui, je disais, beaucoup de gens ont une image un peu dégradée du marketing parce que ça fait, encore une fois, manipulation. Des commerciaux parce que, voilà, j'entends souvent dire « ouais, bon, un tel, il est commercial, tu vois ce que je veux dire, quoi. » En gros, il faut s'en méfier. Il va essayer de vendre des chaussettes à un cul de jatte. Enfin, il y a un côté, là aussi, manipulation, etc. Alors qu'en fait, finalement,
La vente, on peut considérer que c'est pratiquement la phase ultime du conseil. Enfin, moi, j'aime à penser que c'est ça, en tout cas. Quand on a détecté vraiment les besoins de quelqu'un et qu'on va lui proposer quelque chose qui lui correspond, il faut que ce soit un système où chacun s'y retrouve. Je sais que gagnant-gagnant, c'est une expression extrêmement galvaudée, mais c'est un petit peu ça. L'objectif. Oui. Moi, je sais que quand mes distributeurs venaient me voir chez Amstrad, il y en avait toujours un qui tapotait mon ordinateur en disant donc voilà la machine d'où sort tant de mensonges. Ben non, non, ça sortait des tarifs, des campagnes, des bancs d'essai comparatifs, etc. Donc, quand je parle d'une démarche marketing, vraiment, il y a quelques points sur lesquels j'insiste. C'est le côté SWOT. Ça, c'est un outil que vous maîtrisez parfaitement et par rapport à un enjeu, ça peut même, le cas échéant, être fait avec, si c'est pour promouvoir votre activité, avec vos collaborateurs. Ça peut être fait sur avantages et limites externes, ça peut être fait avec vos conjoints, encore une fois, hein, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un impact aussi à ce niveau-là. Et puis ensuite, vraiment vous cadrer sur quelle est aujourd'hui votre problématique. Qu'est-ce que vous allez faire, en gros, maintenant que vous avez ce diplôme, vous l'avez tous démarré avec un objectif en général précis. Comment vous allez justement réussir à atteindre cet objectif? Et là, on est en plein dans le marketing de soi. D'autres remarques? Moi, ces techniques-là, je les utilise au quotidien presque pour mon activité. Oui. Et c'est vrai que je me rends compte parce que là, du coup, bon, il m'est arrivé là d'être contacté par des cabinets de recrutement, des trucs comme ça, des chasseurs de tête. Et en fait, je me rends compte que ça, je le fais au quotidien pour promouvoir mon activité, enfin ma personne dans l'activité. Inversement aussi, tout ce qui est recrutement, etc. Je ne pense pas être trop mauvais sur mon secteur d'activité dans le recrutement, etc. Mais je me rends compte que me vendre moi en tant que personne, bah, je suis nul, quoi. Enfin, en tout cas, je suis pas bon là-dedans. Enfin, ça nécessite d'être travaillé, d'être amélioré. Je m'en suis rendu compte là avec les cabinets de recrutement où je trouvais que j'étais pas objectivement, enfin, subjectivement plutôt, je ne me trouvais pas des meilleurs, alors que c'est quelque chose que je fais au quotidien pour un service, pour une entreprise. Voilà, c'est assez paradoxal. C'est comme j'avais un copain qui était commercial pur. Il me disait il était bon vendeur, mais mauvais acheteur. C'est vraiment ça, quoi. Oui. De même que souvent, on est beaucoup plus à l'aise pour demander une augmentation pour nos collaborateurs que pour nous. C'est vrai. C'est un petit peu le même principe, hein. Rappelez-vous qu'on est quand même dans des cultures où ça ne se fait pas de dire du bien de soi, que l'orgueil, c'est dans les péchés capitaux, voilà, que quand on avait tendance à dire du bien de nous dans une entreprise, on nous disait tout de suite ça va les chevilles, ou alors Ouais. oui, Alors, une médaille. Il peut y avoir aussi. Oui, Johan, pardon. je nuancerai, Geneviève, parce qu'en fait, je me rends compte à force de côtoyer et d'entendre des plus jeunes que moi, forcément, quoi. Ou peut-être ce qui aurait été considéré comme, à l'époque de l'Amstrad, Oui. comme de l'insolence ou de l'arrogance. Aujourd'hui, c'est plus perçu de la même façon. C'est perçu comme de l'affirmation de soi, de la ténacité, etc. Et Oui. c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que du coup, les repères ont donné, les donnes ont changé, et on voit bien qu'aujourd'hui, j'ai des gens sous ma coupe, pour le coup, qui s'adressent à moi. Alors voilà, et je me dis, merde, je me serais jamais adressé comme ça à mon ancienne chef ou des trucs comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est reconnu comme, voilà, ce que moi j'aurais considéré comme de l'insolence, c'est reconnu comme la ténacité, quoi. Mais on le voit, il suffit d'écouter 5-10 minutes les chaînes d'information et on le voit, les journalistes sont hyper. Moi, je perçois ça comme de l'agressivité, mais eux, ils vont dire, ah bah oui, on fait de l'investigation, on va au loin, limite, ils arrachent Oui. les vers du nez de leurs interlocuteurs, quoi. Enfin, c'est un truc de… Moi, j'ai quelques copains chasseurs de tête qui me disent, mais quand on a des jeunes cadres qui viennent pour des postes, ils ont un comportement de client. Ouais, c'est C'est ça. voilà. Mais je sais que ça m'est arrivé, moi, lors d'entretien d'embauche, de dire, écoutez, on s'arrête 30 secondes, je dis, c'est moi qui vous recrute, là. Oui. C'est bon? Bon, on repart.
Mais ça m'est arrivé de stopper un entretien pour recadrer les choses parce que je sentais que ça partait. Oui, oui. Oui, c'est tout à fait. Alors, il y a le côté intergénérationnel, on l'a évoqué, hein, c'est pas non Bien plus. sûr. Il y a un fonctionnement, il y a un fonctionnement différent à ce niveau-là, mais c'est vrai que alors, à votre génération et encore beaucoup plus à la mienne, on avait un petit peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome du bon élève. C'est-à-dire, si je travaille bien, ben, l'entreprise va le remarquer et donc elle va me faire évoluer. Alors que la génération Z, notamment aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'aise pour dire t'as vu, j'ai fait un super boulot. Et c'est pas normal que tu l'aies pas vu et que tu me l'aies pas dit spontanément, quoi, en gros. Voilà. Donc c'est, il y a quand même un Je vais certain. vite le liker. Je vais vite le liker, ton boulot. C'est, oui, oui, il y a un peu de ça. Par contre, tu veux bien revenir sur ta toute première slide, là, la photo que tu nous as sortie, là, que tu nous as trouvée? Le pan qui fait la roue. Parce que j'ai pas compris le truc, là. Alors, marketing de soi. Celle-là? Tu ne veux pas l'agrandir un peu? Je vais te mettre en diaporama, je peux te l'envoyer si elle te plaît tant que ça. Hein. Non, je voulais être sûr de comprendre. Donc ça, c'est pour mettre en valeur le fait d'être différent. Mais je vois pas lequel des flamants roses est différent des autres, là. Et je me suis fait avoir comme d'habitude. J'ai pas compris. Bien vu. Vraiment, je vous conseille de travailler votre SWOT. Et alors, bon, pour le moment, je sais que vous avez 2-3 petites choses à faire, mais travaillez votre SWOT et vraiment, le cas échéant, complétez-le entre vous. Parce que vous-même, vous allez penser à des qualités que chacun d'entre vous a et dont bah, soit il n'est pas forcément conscient, soit ça lui paraît normal. Voilà. Alors que c'est les autres qui peuvent parfois vous faire remarquer utilement un de vos points forts. Mais tu crois que le Jean Alessandri ne sera pas tout de suite au courant de nos manipulations quand on va lui dire qu'il a besoin de nouveaux consultants? On est très fort, tout ça. Bah, il sait ce qu'on a fait dans notre formation. Hein. Oui, Il et sera puis en pas plus, dupe. il sait que vous avez été très bien formé, donc à mon avis, il Ouais, sera c'est ça. tout à fait partant. Bon, eh bien écoutez, c'était donc notre dernière thématique. Hein. Oh, Je vous rappelle que j'ai un mail et un 06, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous reviennent, si vous voulez aborder des points sur votre rapport final, etc. Je suis évidemment tout à fait partante pour vous répondre quand vous le souhaitez. Est-ce que vous avez terminé vos coachings, vos codev non coachés? bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas, je ne sens pas un oui franc, massif et général. Mais c'est parce qu'ils ont les micros coupés. C'est cela, oui. Alors, en fait, c'est parce qu'on se voit régulièrement, enfin une demi-journée par semaine. Et Oui, lors de cette demi-journée, il nous arrive fréquemment d'évoquer des points entre nous. d'accord, Donc, très bien. on se demandait si voilà, si c'était nécessaire de refaire des codev non coachés de façon structurée comme les codev coachés qu'on avait fait avec toi. Alors, si vous avez la possibilité d'évoquer une problématique, des suggestions qui vous ont été faites et ce que vous en avez tiré dans le temps, moi, je suis tout à fait partante. Si c'est juste, ben, j'avais un problème avec un collaborateur et ils m'ont aidé à en sortir, ça va être un peu juste. Voilà. Après, si je retrouve les éléments qu'on a dans un codev, bon, je regrette que vous ne l'ayez pas fait de façon structurée, mais à la limite, si j'ai vraiment une problématique, des suggestions, et ensuite surtout comment vous les avez mises en application, le bénéfice que vous en avez tiré, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Donc, en gros, du moment que vous pouvez me faire un compte-rendu, comme vous l'avez fait pour le codev coaché, sur la base de fiches de suivi des co-développements, pourquoi pas? D'accord. Alors, ça ne marche pas parce que moi, la dernière fois, j'avais une réparation à faire sur une voiture
et on m'a donné l'adresse d'un super garagiste. Ça marche pas, ça? Par exemple, non. Ah merde. C'est, Ah bon, c'est- bah ok, ah, c'est ballot, hein. c'est ballot. Sinon, vous êtes dans les clous, dans vos plannings? Mais non, c'est pour ça que effectivement, comme dit Taïeba, on se voit une fois par semaine et C'est pas c'est assez. très dense. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, la force de travail. Ouais, enfin, on est tous chacun bousculé dans son activité et il faut quand même qu'on se donne. On a tous pas le même agenda, mais il faut qu'on réussisse à se caler quand même. Enfin bon, c'est chaud, quoi. Votre soutenant, c'est quand? On ne sait pas encore. On a Christelle, notre pilote, est en train de regarder pour essayer de nous redonner un peu d'oxygène peut-être. D'accord, ok. Et c'était prévu pour quand? 2024. Et si je crois pas celle-là, tu m'en racontes une autre? Non, c'était pour mars. Ouais. D'accord, ah oui. C'était prévu pour janvier, ensuite mars. Et là, on ne sait pas. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, tous mes voeux vous accompagnent. Merci. 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 Je vous Merci. souhaite plein d'énergie et d'enthousiasme pour ces dernières semaines. Comment ça se passe chez vous? Taïeba me disait que vous risquez de vous retrouver aussi. Il y a des menaces de couvre-feu compte tenu de l'actualité sanitaire. Couvre-feu, C'est fait apparemment. Ouais, c'est fait là. Couvre-feu, Ah c'est bon fait dans 4 communes Oui. Ah oui. depuis Enfin, hier. 22 heures. Quand 22 heures, depuis ce Geneviève, soir. le couvre-feu. Ah oui, ça À va. partir de ce soir, ouais. À partir de ce soir. Et il y a des peut-être un mesurettes, on va dire. confinement. Il y a peut-être un confinement sur une commune là, le port là. J'ai vu aujourd'hui là, ils sont à 1 cas d'y passer. Ah. Bon. Ils sont en train de faire de la place dans les hôpitaux. Le but, c'est d'avoir 100 lits de réa avant début mars. Là, D'accord. les infos que j'ai eues. Bon, voilà. Quoi. La problématique, en tout cas, une des données à prendre à La Réunion, c'est les évacuations de Mayotte, où là, vraiment, ça craint un mort. Quoi. Et du coup, La Réunion récupère pas mal d'évacuations sanitaires. Et voilà. Et après, Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous accompagner pendant ces quelques mois. Encore une fois, hein, vraiment tous mes voeux pour ces dernières semaines de suractivité. C'est ça. Merci. Et puis, je suivrai votre parcours final, bien évidemment, avec beaucoup d'intérêt via Jean Alessandri. Eh ben, merci. Bon courage pour tes Merci. travaux. Oui, merci. Bonne soirée à tous. Bon week-end d'avance. Merci. À bientôt. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.